Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter mon mémoire de fin d'études portant sur l'impact de l'appareillage auditif sur les fonctions cognitives. Donc, au cours des dernières décennies, l'espérance de vie a considérablement augmenté, entraînant une hausse du nombre de personnes âgées, en particulier celles de plus de 75 ans. Cette évolution démographique pose des défis importants, notamment celui du déclin cognitif, qui est un problème majeur de santé publique. Donc, parmi les facteurs contribuant au déclin cognitif, la perte auditive est un facteur de risque important mais traitable. Des études antérieures ont montré qu'une perte auditive non traitée était associée à un risque accru de troubles neurocognitifs. Cependant, le rôle de la réhabilitation auditive dans la préservation des fonctions cognitives reste encore à préciser et une question demeure, peut-on prévenir le déclin cognitif avec l'appareillage auditif ? Donc, l'objectif de ce mémoire était d'examiner l'évolution des scores MoCA en modalité non verbale avant et après 6 mois d'appareillage auditif chez des patients âgés atteints de presbyacousie. L'hypothèse principale était qu'il n'y aurait pas de différence significative entre les scores MoCA avant et après appareillage lorsqu'on supprimait les modalités verbales du test. En effet, des études ont montré que la présentation verbale des tests cognitifs entraînait de nombreux faux positifs chez les malentendants qui ne comprennent pas bien les consignes du test et ont tendance à avoir des scores moins élevés, pouvant potentiellement exagérer la relation entre perte auditive et déclin cognitif. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser le MoCA en version non verbale. Donc, nous avons réussi à recruter 36 patients, tous âgés de 60 ans ou plus, avec une presbyacousie bilatérale symétrique et n'ayant jamais été appareillés auparavant. Donc, lors du premier contact avec le patient, nous effectuons les audiométries tonales et vocales au casque et en champ libre, et nous vérifions les critères d'inclusion. Lors du deuxième rendez-vous, nous faisons passer le premier test MoCA en version 8.1. Nous relevons le nombre d'années d'études et nous effectuons le rendez-vous d'appareillage en suivant. Finalement, le troisième rendez-vous qui se déroulait 6 mois après le second, nous faisons le deuxième test MoCA en version 8.2 pour éviter un biais d'apprentissage. Nous relevons le data logging sur le logiciel fabricant afin d'éviter un biais de désirabilité et nous effectuons les tests de gain prothétique. Donc ça, c'est donc un exemple de MoCA en version non verbale. Donc les résultats nous montrent une amélioration significative des scores MoCA après 6 mois de primo-appareillage. On peut notamment voir qu'on a une moindre dispersion des scores lors de la deuxième passation. Cela pourrait suggérer des bénéfices cognitifs tirés par le port des aides auditives. Donc, afin de mieux comprendre la distribution de l'amélioration des scores MoCA, nous avons divisé notre population en 2 sous-groupes de performance cognitive. Un premier groupe de 12 patients ayant un score MoCA initial supérieur ou égal à 26, qui est le seuil de normalité, et un deuxième groupe constitué de 22 patients ayant un score MoCA initial strictement inférieur à 26. Donc, l'analyse par sous-groupe nous montre que l'amélioration cognitive est significative uniquement pour les patients ayant un score MoCA initial subnormal. Donc, ce qui pourrait suggérer que l'amélioration cognitive apportée par le port des aides auditives est plus conséquente chez les personnes à risque de déclin cognitif ou qu'un effet de seuil vient limiter la progression du premier groupe. Nous avons par la suite effectué une régression linéaire multiple avec comme variable dépendante la différence des scores MoCA et les variables indépendantes, nous avions l'âge, les années d'études, le data logging, la perte auditive moyenne de la meilleure oreille et le gain prothétique. Le modèle significatif final a supprimé toutes les variables indépendantes mais n'a préservé que le temps de port mesuré par le data logging qui est le seul prédicteur significatif qui vient expliquer 40,3% de la variance de la différence des scores MoCA avant et après appareillage. Donc, afin de quantifier la relation entre différence des scores MoCA et temps de port mesuré par le data logging, nous avons effectué une corrélation de Pearson qui nous montre une corrélation positive modérément forte entre les deux variables avec un R de 0,648, ce qui pourrait suggérer que le temps de port est donc un facteur déterminant d'augmentation du score MoCA 2.
Nous avons ensuite réalisé une deuxième régression linéaire multiple afin de détecter quels sous-tests pouvaient prédire l'amélioration globale du score MoCA lors de la deuxième passation. Les résultats montrent que ce sont les tests de rappel et d'attention qui bénéficient le plus de l'amélioration. C'est les scores de tests de rappel et de tests d'attention qui sont le plus améliorés par le port des appareils auditifs, ce qui pourrait suggérer que les fonctions cognitives de mémoire et d'attention sont le plus impactées par le port des aides auditives et ce qui explique le plus l'amélioration des scores MoCA après appareillage. Donc, nous avons vu qu'on a une amélioration significative des scores MoCA après 6 mois d'appareillage auditif. La durée de port des appareils est un facteur déterminant de l'amélioration cognitive. La mémoire et l'attention sont les fonctions cognitives susceptibles d'être améliorées par la réhabilitation auditive. Nos résultats sont en corrélation notamment avec l'étude de Yeo de 2023 qui stipule que le port d'appareils auditifs pourrait réduire de 19% le risque de déclin cognitif. Également avec l'étude de Lin de 2023, la fameuse étude Achieve, qui stipule que le port des aides auditives pourrait bénéficier le plus à des patients qui combinent beaucoup de facteurs de risque de déclin cognitif. Nos résultats, par contre, ne sont pas en accord avec l'étude de Nguyen de 2017, qui n'a pas trouvé de différence significative avant et après appareillage, mais sur une population de patients ayant la maladie d'Alzheimer, ce qui ne peut pas, cette population étant très spécifique, on ne peut pas forcément généraliser pour notre population à nous. On a aussi également l'étude de Dose de 2015 qui ne trouve pas non plus de différence significative avant et après appareillage. Cependant, le temps de port a été relevé de manière autodéclarative, ce qui pourrait induire un biais de désirabilité, et également l'efficience des aides auditives n'ont pas été contrôlées, ce qui pourrait venir un peu fausser les résultats. Donc cette étude montre aussi de nombreuses limites, notamment un biais de sélection, puisque notre population est beaucoup plus éduquée que la population générale française, ce qui pourrait rendre difficilement généralisables ces conclusions à une population moins éduquée. On a aussi la relative petitesse de l'échantillon qui vient un peu questionner la robustesse statistique. On peut également citer des limites d'emploi du temps qui ont eu un effet de fatigabilité sur certains patients et pas sur d'autres. Donc en conclusion, on peut dire que la réhabilitation auditive semble atténuer, voire ralentir le déclin cognitif, surtout chez les individus à cognition subnormale et portant leurs aides auditives de manière assidue. Des études futures devraient bien évidemment inclure un plus grand nombre de participants pour faire en sorte qu'on puisse inclure beaucoup plus de variables indépendantes dans les modèles de régression linéaire et vraiment de manière plus précise quantifier quel rôle a le temps de port dans l'amélioration cognitive. Voilà. Merci. Merci. Nous avons le temps pour quelques questions. Bon, merci beaucoup pour votre présentation, qui est ce qu'on aimerait pouvoir démontrer, effectivement. C'est un très bel objectif et qui est d'actualité. Le jury avait des questions sur vos données concernant MoCA 1 et MoCA 2, donc fait à 6 mois d'écart, où très clairement, il y a 3 sujets qui semblent s'écarter de la moyenne générale, qui sont un peu des outliers. Oui. Est-ce que si vous les retirez, vous avez toujours le même effet ? Oui, je l'avais testé, je l'ai testé après, c'est vrai que d'avoir un du mémoire, mais oui, j'avais toujours les mêmes effets en supprimant ces points un peu aberrants. Et l'autre question, c'était le niveau d'études de vos patients, parce qu'il y a un nombre, je ne sais plus, c'était 23 années d'études. Comment avez-vous compté le nombre d'années d'études, en fait ? Parce que Bac plus 23, ça fait beaucoup, quand même. Non, c'était vraiment je partais de zéro jusqu'à... c'était, oui, une manière un peu spécifique de compter le nombre d'années d'études. Mais c'était pour vraiment... parce que j'avais des patients qui se sont arrêtés au collège. Donc j'ai vraiment fait de quand on rentre à l'école jusqu'à la fin des études et j'ai compté comme ça. Parfait.
Et moi j'aurais une dernière question. C'est plus en fait en lien avec une des limites que vous évoquez, qui est l'effet éventuellement d'entraînement sur la passation du test MOCA. Alors première question, est-ce qu'effectivement il y a des données dans les littératures qui suggèrent qu'il y a vraiment un effet d'entraînement? Et si a priori il n'y en a pas, comment on aurait pu s'affranchir? Quelles modifications vous pourriez proposer au protocole pour s'affranchir effectivement du fait que ce serait un effet d'entraînement potentiel? Alors au niveau des études, c'est vrai qu'en fait, je partais du principe qu'il valait mieux utiliser 2 versions pour dès le départ, comment dire, éviter au maximum l'effet d'entraînement. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié. J'ai oublié. La question, oui, en fait, on vous montrait qu'il y a effectivement un effet positif, bon, ce qui est effectivement ce qu'on aimerait bien voir et pouvoir démontrer. La première chose, c'est effectivement, est-ce que la littérature montre que faire une passation multiple de tests MOCA, il y a un effet d'entraînement? Premier point. Oui. Voilà, donc il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que le MOCA 2 doit être statistiquement meilleur que le MOCA 1, juste chez des patients normaux sans prise en charge particulière. Mhm. Et donc effectivement, ma question, c'est comment vous auriez pu, ou sur un mémoire futur, éventuellement contrôler cet effet-là pour pouvoir du coup s'affranchir de cet effet d'entraînement? Honnêtement, après, à part faire passer des 2 versions différentes, en fait, qui utilisent pas les mêmes items. Alors après, c'est vrai que forcément, après, je sais, j'ai aussi fait des séances d'entraînement, mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être faire plusieurs séances d'entraînement préalables pour éviter le côté que les patients vont forcément être plus à l'aise lors de la deuxième passation plutôt que la première. Après, je vois Oui, pas. enfin, effectivement, vous répondez correctement à la question. Vous mettez un groupe contrôle en parallèle qui est juste pas parier Oui. pour voir ce qui se passe. Oui, bien Ça revient sûr, à faire ouais. des séances préalables, entre guillemets, mais effectivement. Un grand merci. 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 Donc j'imagine que le jury va délibérer et dans l'intervalle, j'appelle Jeanne Desmureaux qui va parler de l'apnéa, le petit mot de l'apnéa. Oui, et donc avant que nos camarades du syndicat étudiant, bien sûr, puissent prendre la parole, je voulais terminer en remerciant bien sûr tous les candidats au sein des différentes équipes pédagogiques des universités françaises avec Jean-Charles. On essaye de vous faire la courte échelle pendant 3 ans et vos travaux qui reflètent vos préoccupations étaient une fois de plus très très intéressants. Bravo, et puis on peut dire que quel que soit le résultat final, vous avez déjà tous gagné. Merci.